Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc cette vidéo est un réenregistrement, d'une conférence que, j'ai eu le plaisir de donner, au CHU de Clermont-Ferrand. Malheureusement, on avait rencontré quelques petits problèmes techniques, lors de cette, présentation et donc c'est pour ça que je vous propose ce réenregistrement aujourd'hui. Donc pour me présenter en quelques mots, mon nom est Clément Beltier, donc je suis maître de conférences, en psychologie, expérimentale, au laboratoire de psychologie sociale et cognitive à Clermont-Ferrand, à l'université, Clermont-Auvergne et mon champ de recherche, c'est la cognition sociale. Donc c'est-à-dire que je m'intéresse à la façon dont l'environnement social va influencer les processus cognitifs et bah, ça m'a, amené à me poser la question de l'influence, de nouveaux types d'acteurs, sociaux qui rentrent, dans notre environnement, les robots et plus particulièrement ce qu'on appelle les robots sociaux, je vais revenir dans une minute. Avec cette question de se dire, ben, qu'est-ce qui se passe quand on a un nouvel acteur social qui arrive, qui est un peu une page blanche, qu'est-ce qu'on va projeter dessus? Quelle influence ça va avoir en retour sur nos processus cognitifs? Et donc, dans cette conférence, je vais un petit peu restreindre, le champ, de discussion. Je vais surtout donc me concentrer sur, la robotique sociale, principalement les robots humanoïdes, hein, même si je parlerai un tout petit peu, des robots zoomorphes également. Et puis je vais me concentrer principalement, sur le domaine du soin, le domaine qui vous intéresse sans doute le plus, le domaine de la médecine, qui est de toute façon un des 2 domaines, les plus investis, on va dire, par, la robotique sociale avec l'éducation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, le développement technologique actuel, il a conduit à pouvoir mettre en place, des robots dont l'objectif est d'interagir avec l'homme. Donc c'est ça qu'on appelle des robots sociaux, c'est des robots qui sont construits pour, bah, développer des rapports sociaux avec les humains, pouvoir discuter avec eux, pouvoir échanger avec eux, heu, pouvoir les aider à réaliser certaines tâches et cetera. Cette robotique sociale, hein, l'objectif, c'est de la déployer dans de nombreux domaines et comme je vous l'ai indiqué, en introduction de ce séminaire, la médecine et l'éducation sont les 2 domaines un peu prioritaires, même si, bon, on a déjà vu, ce type de robot déployé également, par exemple dans des banques pour accueillir les gens, dans des gares et cetera. Et c'est un phénomène relativement nouveau parce que les premiers robots, sociaux ont été commercialisés à environ la moitié des années 2000, hein. Par exemple, là, vous avez, Nao, le petit robot qui est ici, là et lui, c'était un petit peu un pionnier dans le domaine et il a été commercialisé en 2006. En tout cas présenté, au grand public en 2006, je devrais dire plutôt. Et donc ça veut dire qu'en réalité, des robots sur le terrain réellement déployés, en fait, hein, je veux dire, dans un vrai contexte de travail, par exemple, ou un vrai contexte éducatif, bah, c'est relativement récent. C'est plutôt, début des années 2010 et en réalité, les expérimentations, hein, sur le terrain, donc le suivi du déploiement de ces robots et en particulier avec des patients, on en trouve très, très, très peu avant, 2015 et c'est à partir de 2015 que, il y a eu un véritable essor, de la recherche scientifique sur la question, bah, de savoir quelle est l'influence de ces robots. Est-ce que déjà, ils ont une utilité quelconque ou pas? Alors évidemment, comme c'est des robots sociaux, cette question de savoir de mieux connaître la façon dont on va interagir avec ces robots et l'influence qu'ils vont avoir en retour sur nos processus cognitifs est réellement très importante, hein. Et il n'y a pas uniquement que, des challenges, technologiques. Il y a aussi ce challenge plutôt issu des sciences humaines. Et donc les sciences humaines ont beaucoup à apporter, sur ces questions-là et en fait, hein, quand on s'intéresse un petit peu aux grands challenges qui sont, identifiés, dans le cadre de la robotique sociale, là, vous avez un article tiré d'un magazine de Science qui s'appelle Science Robotics, qui est un magazine assez récent. Eh bien, on voit qu'il y a plusieurs de ces challenges qui relèvent justement de cette question plutôt de l'interaction sociale avec les robots et donc qui relèvent des sciences humaines. On peut remarquer également au passage que la robotique médicale, elle est bel et bien identifiée comme un des challenges importants et également en lien avec, l'éthique et la sécurité. Ça, ce sera peut-être plus l'objet de questions auxquelles je me ferai un plaisir de répondre dans les commentaires, YouTube, de la vidéo, si vous en avez. Et donc, les questions théoriques qui, moi, m'intéressent, hein, mais qui intéressent une grande partie de la communauté scientifique également, c'est comment est-ce qu'on va traiter des agents sociaux non humains? Est-ce qu'on va se former des impressions, sur ces robots-là? Est-ce qu'on va leur prêter des traits de personnalité? Est-ce que
On va les aimer, pas les aimer, avoir envie d'interagir avec eux ou non? Est-ce qu'ils vont avoir un effet plutôt bénéfique ou au contraire un effet assez négatif sur nous? Et ça m'amène à la seconde question, c'est de savoir comment est-ce qu'on est affecté en retour, hein. Non seulement d'un point de vue émotionnel, mais je vais vous le montrer, plus tard également, vraiment d'un point de vue même cognitif. Alors, si on regarde un petit peu le volume de publications, qui ont été faits sur la question de la robotique sociale et la médecine, hein, on s'aperçoit, qu'il y a, beaucoup de publications, qui, apparaissent surtout depuis 2019-2020. En fait, tout simplement, c'est un domaine dans lequel le volume de publications est en augmentation constante, en fait, hein. Donc ça apparaît à environ en 2014-2015, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et puis on est en augmentation constante. Les domaines qui s'intéressent à ces questions-là, eh bien, évidemment, c'est les domaines, de l'informatique, hein, mais également, ben, les sciences sociales, hein, sont ici notées, sous le terme de Human Centered Computing. Et puis, la question de l'intelligence artificielle, je reviendrai un petit peu plus tard sur cette question de l'intelligence artificielle qui est intéressante pour un psychologue comme moi. Alors, je vais me baser pour la suite, de cet exposé, en grande partie sur, une revue systématique, qui a été proposée, par, Gonzalez et ses collaborateurs, qui est assez récente. Et j'ai également, récupéré plusieurs, revues de littérature ou méta-analyses quand c'était possible, sur chacun des domaines que je vais vous présenter. Donc là, mon objectif, ça va être un petit peu de faire un tour sur, les grands cas d'usage, comment est utilisée la robotique sociale à l'heure actuelle en médecine. Hein, pour que vous ayez un petit peu une idée du panorama des utilisations, on va dire, anticipées de ces robots sociaux dans la médecine. Donc je répète qu'ici, je vais m'intéresser uniquement aux robots sociaux, hein, donc ceux qui ont pour objectif d'interagir avec les êtres humains. Donc ça exclut d'office tout ce qui est robot en chirurgie, par exemple. Alors déjà, si on s'intéresse un petit peu aux mots-clés, hein, aux grandes thématiques qui reviennent, dans, ces études sur la robotique sociale dans le domaine de la médecine, on s'aperçoit très rapidement que, déjà les patients vers lesquels on se tourne le plus, ça va être, les enfants, hein, ici, avec, également un petit intérêt pour, les personnes âgées. Donc, on va le voir par la suite, hein, c'est vraiment les 2 types de patients qui, sont ciblés et donc principalement les enfants. En termes, de type plutôt, on va dire de pathologies, pour lesquelles on suppose, qu'il y aurait un effet positif, des robots et on y reviendra. On va avoir, la démence, on va avoir, le cancer, tout ce qui est en rapport avec la dépression, détresse psychologique et cetera. Mais je vais rentrer, dans le vif du sujet et je vais vous présenter, différents types de cas d'usage de ces robots. Alors, 1 chose qu'on a tenté de faire assez rapidement avec les robots, ça a été de les utiliser comme support émotionnel, hein. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre, des patients qui sont en détresse émotionnelle, donc souvent, des personnes âgées par exemple, hem, qui sont en maison de retraite, avec des démences par exemple, ou qui souffrent de dépression, ou alors, des gens qui sont hospitalisés et principalement des enfants qui sont hospitalisés pour une très longue durée, hein, par exemple dans le cadre d'un cancer. Et donc là, l'idée, ça va être d'utiliser, les robots pour interagir avec, les patients. L'idée étant que ça devrait déclencher des émotions plutôt positives et donc apporter un support émotionnel à ces patients-là. Il y a 2 grands types de cibles, hein. Vous avez, plutôt, des robots, zoomorphes comme là, Paro, qui a une forme de bébé phoque, mais qui interagit, hein. Il peut bouger la tête, il va essayer de regarder en direction du patient, il va réagir quand on le caresse et cetera. Et puis on a, des robots plutôt, anthropomorphes, mais, de taille assez réduite, quoi, hein. L'objectif, c'est vraiment un robot qui finalement, est assez proche du robot jouet, enfin beaucoup plus complexe, hein. En termes d'ingénierie, c'est bien plus compliqué qu'un jouet, mais on va dire qu'en termes de forme physique, on a un robot, qui est de type iconique, c'est-à-dire qui ressemble un petit peu à un robot de dessin animé ou de jouet. Alors bon, ce support émotionnel, on a plusieurs, études, on a également, des revues de littérature qui laissent supposer que, il fonctionne bien, mais évidemment la question qu'on va se poser immédiatement, c'est dans quelle mesure est-ce que c'est vraiment spécifique à un robot?
Est-ce que tout autre, type d'interaction, avec, les patients, n'aurait pas eu le même effet, hein? Par exemple, si on prend, des, robots zoomorphes, hein, on pourrait très bien imaginer qu'interagir avec un véritable animal ait un effet, tout aussi, positif, peut-être même plus positif. Bon alors, je ne dis pas que c'est complètement inintéressant, hein, ces robots-là, parce qu'évidemment c'est plus facile, de les rendre stériles, hein, par exemple. Mais voilà, donc il faut garder quand même un certain recul. Dans quelle mesure est-ce que c'est vraiment spécifique au fait que ce soit des robots? Ça reste très discutable. Alors, autre type d'usage pour lesquels, les robots sont envisagés, alors là, on est un peu plus spéculatif, hein, on est sur des recherches qui sont très, très récentes, hein, qui ont 2-3 ans. L'idée, ça va être de développer, des assistants de vie. Donc d'avoir des robots qui puissent aider les personnes âgées à domicile ou en maison de retraite, en, leur, rendant des menus services. Donc, vous avez un exemple de robot, hein, qui va, pouvoir amener un certain nombre d'objets à la personne, qui a également une tablette qui permet, de servir de visio, qui permet également, de pouvoir rappeler des rendez-vous, par exemple, voilà. Alors là, l'intérêt, si vous voulez, quelque part, c'est, quelque chose qu'on pourrait avoir avec un ordinateur, une montre connectée et cetera, mais on suppose que l'apparence plus ou moins, humanoïde du robot, c'est pour ce robot-là, c'est très discutable, mais il y a des robots qui sont, développés, qui cherchent à avoir une apparence plus humanoïde. L'apparence, plus humanoïde du robot engagerait les gens à davantage, échanger avec lui, avec l'idée d'un peu, avoir un palliatif au sentiment, heu, d'isolement social également. Encore une fois, ça reste à démontrer. Alors néanmoins, ça reste une des pistes qui est envisagée, dans les thématiques de la santé autour de la robotique. Alors quelque chose qui a été beaucoup plus utilisé et pour lequel on a un peu plus de données expérimentales, donc on a un peu plus de preuves, scientifiques qui vont dans le sens de l'efficacité de ces robots, c'est, l'idée d'utiliser les robots comme outils thérapeutiques. Et un des domaines pour lesquels on a le plus de données en fait, c'est, les enfants qui souffrent, d'un trouble du spectre autistique. Heu, L'idée, en fait, c'est que ces robots, en particulier chez les enfants les plus jeunes, pourraient servir un peu de pont entre, le fait de ne pas avoir de relations sociales et avoir des relations sociales, avec d'autres humains. Donc l'idée, c'est que le robot serait un peu plus prédictible, donc moins, menaçant pour les enfants autistes, donc il leur permettrait de s'entraîner à développer, des compétences sociales dans un cadre un peu plus sécurisé et puis ces compétences sociales, ils seraient capables par la suite, de les remettre, en jeu, de les réemployer avec des êtres humains. Alors c'est vraiment ces compétences sociales, hein, qui sont censées être améliorées par ces robots-là, hein. C'est très spécifique, c'est ni des compétences motrices, ni, un bien-être émotionnel. On suppose que c'est vraiment ces compétences sociales, donc repérer des émotions, échanger avec le robot et cetera, qui, seraient développées chez ces enfants-là. Alors, comme je vous le disais, on a quelques études qui vont dans ce sens-là. On a également une méta-analyse, qui a l'air de montrer que, bon, on a quelques effets. Encore une fois, et c'est vrai, en fait, au final, pour l'ensemble de tout ce que je vais vous présenter, on est sur, de la recherche assez jeune, hein, donc on n'a pas tant d'années de recul que ça. Donc à suivre. En tout cas, ça reste une piste qui, à mon avis, est assez prometteuse. Alors il y a plein d'autres types, d'usages qui sont, envisagés pour ces robots-là. Je vais passer beaucoup plus vite dessus parce qu'en fait, là, on est vraiment quand je parle de manque de données, là, on est sur, 1, 2, voire 3 études pour chacun des usages dont je vais vous parler, avec une qualité suffisante pour qu'on puisse en dire quelque chose et bon, donc on est encore sur quelque chose de très spéculatif, quoi, hein. Mais, on envisage, d'utiliser ces robots, également pour, passer des questionnaires, hein, aux patients. Donc, le robot pourrait, passer d'une chambre d'hôpital à l'autre pour faire passer un certain nombre de questionnaires en rapport avec le bien-être, par exemple, ou les risques de dépression. L'idée de là derrière, c'est que le robot serait moins menaçant pour le patient, pour l'image de soi qu'a le patient. Donc, c'est la question de la désirabilité sociale, hein. Quand vous répondez à un questionnaire en présence d'un autre être humain, bah, vous voulez, donner une bonne image de vous-même, c'est ce qu'on appelle la désirabilité sociale et l'idée, c'est que, les robots pourraient potentiellement réduire cette désirabilité sociale. Donc à prendre avec des gros guillemets, encore une fois, parce que, on a très, très peu d'études pour pouvoir, étayer cette affirmation. On a aussi l'idée d'utiliser les robots un petit peu, comme un serious game, hein, comme un
un jeu sérieux pour, amener les gens à développer leurs connaissances sur une pathologie donnée. On a des usages un peu plus exotiques, comme l'idée, qu'avoir une discussion avec un robot durant une séance de vaccination, réduirait le stress ressenti durant la vaccination. On a des choses un peu plus pragmatiques du type, un robot là qui serait capable d'aller récupérer un certain nombre d'éléments, dans une réserve, par exemple pour les amener dans les chambres, des patients ou, pour pouvoir les ramener à un soignant. L'idée là, c'est qu'on est sur un robot qui serait capable d'interagir avec un humain, donc vraiment lui donner quelque chose, de répondre à une demande et puis d'utiliser, du matériel qui a été pensé pour les humains, en fait, hein. Et que c'est pas, un rangement qui est spécifique à ce robot-là, c'est un rangement, en fait, tout à fait, classique, que des êtres humains ont l'habitude d'utiliser. Et puis un dernier point, c'est également l'idée de la téléprésence. C'est-à-dire que le robot, là, cette fois-ci, sert de compagnon, de jeu et puis à un moment donné, il permet de basculer vers une téléprésence, par exemple, vers un médecin. Donc on peut avoir des robots, qui seraient capables, par exemple, de prédire que, un être humain à proximité, par exemple une personne âgée, est souffrant. On imagine une personne âgée qui chute, le robot est capable de repérer la chute et donc, de déclencher, un échange avec un humain qui serait à distance. Donc en quelque sorte, on aurait une sorte de présence minimale assurée par le robot qui basculerait, vers une téléprésence, vers un être humain, dès que nécessaire. Donc vous l'aurez compris, tout ça est assez nouveau, hein, encore, un peu au stade, plus j'ai envie de dire de spéculation qu'autre chose, hein, mis à part quelques cas très précis et donc il est important d'avoir un petit peu de recul technique, un peu de recul critique sur, les capacités techniques de ces robots. Heu, Parce que, eh bien évidemment, il y a l'idée derrière qu'on a des entreprises qui essayent de nous vendre, des robots, donc il est important de savoir dans quelle mesure est-ce que, ces robots sociaux sont réellement capables de remplir les missions là que je vous ai présentées. Et donc, il est très important d'avoir en tête les limitations, qu'ont ces robots. Donc déjà, beaucoup de ces robots sociaux, ils vont se concentrer, sur l'interaction sociale, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des capacités à reconnaître des visages, donc ils vont avoir la capacité d'associer un nom, par exemple, à un visage, de savoir qu'un visage a déjà été vu, précédemment. Heu, Ils ont également très souvent une bonne capacité d'affichage. On a vu que plusieurs de ces robots ont une tablette, par exemple, hein, qui leur permet d'afficher des informations, des capacités d'interaction, donc ils vont avoir, une capacité à afficher des émotions, par exemple, hein. Et le problème, en fait, c'est que, tout ce développement technique-là, ça nécessite de la puissance de calcul, ça nécessite, heu, des, heu, des composants électroniques et toutes ces composantes-là, et ben, c'est de la place dans le robot que vous n'avez pas pour, pouvoir davantage développer tout ce qui est manipulation, déplacement, hein. Ce qui est vraiment très difficile à faire avec un robot, de manière à ce qu'il se déplace sur n'importe quelle surface. Alors, si on veut faire de la marche bipède, c'est extrêmement compliqué, donc d'ailleurs beaucoup de ces robots maintenant sont sur roues, hein. Et puis, manipuler des objets, de manière précise, ne serait-ce qu'ouvrir une porte, par exemple, c'est assez complexe à faire. Donc très souvent, ce qu'on va observer sur les robots sociaux, c'est que, les constructeurs vont opter plutôt pour l'un ou plutôt pour l'autre. Donc on va avoir des robots sociaux qui vont surtout se concentrer sur l'interaction sociale et d'autres qui vont surtout se concentrer sur l'interaction avec l'environnement physique et l'échange, avec les êtres humains, l'échange d'objets physiques, par exemple, avec les êtres humains. Pour l'instant, à ma connaissance, on n'a pas trop de robots qui sont vraiment bons, sur les 2 aspects en même temps. C'est des limitations techniques qui seront sans doute, passées dans les années à venir, mais à garder en tête pour l'instant le robot miracle qui serait capable de, se déplacer, aussi aisément qu'un être humain et qui aurait des capacités d'interaction, correctes, il n'existe pas à ma connaissance. Mais évidemment, la limitation principale là derrière, c'est, l'intelligence artificielle, hein, ce qui pilote le robot. Donc on aimerait un robot autonome. Alors il y a évidemment la question du robot qui serait téléopéré, mais bon, si on a un robot qui est téléopéré, on s'éloigne un petit peu de, l'idée qu'on a du robot social qui est autonome, qui est capable de prendre un certain nombre de décisions. Et là, on va se heurter à un problème qui est un peu plus compliqué que, uniquement un problème, d'interaction physique avec l'environnement. Et il est important, à ce stade de mon exposé, que je fasse un petit détour par, l'intelligence artificielle parce qu'il y a beaucoup, d'idées un peu fantasmées autour de l'intelligence artificielle aujourd'hui et il est important de savoir,
où on en est réellement de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle se compare à une intelligence humaine ou pas du tout? Est-ce qu'on peut vraiment imaginer des robots sociaux un peu autonomes et qui puissent prendre des décisions, par eux-mêmes? Alors, déjà, un point qui est extrêmement important à comprendre, c'est que, l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, ce sont 2 choses qui sont, fondamentalement différentes, qui sont de nature très différente. Et on va voir que ça va pas de soi parce que, lorsqu'on est face à une intelligence artificielle, on a tendance à y projeter beaucoup de choses, beaucoup de connaissances qu'on a déjà à propos des autres intelligences avec lesquelles on interagit, qui sont des intelligences humaines. Et ça se voit par exemple typiquement par le type d'erreurs qui sont produites par les humains ou celles qui sont produites par les intelligences artificielles et qui sont très différentes, hein. Très souvent, les intelligences artificielles vont, faire des erreurs, de type, contextuel ou syntaxique. L'exemple extrêmement connu, c'est, l'enceinte connectée à qui on demande, «Est-ce que tu peux m'appeler une ambulance?» et qui répond, «Bien sûr, une ambulance, je serai content de t'appeler, de cette manière-là aussi longtemps que tu le veux». Donc, bon, c'est un petit peu, cliché, hein, évidemment, ce genre d'erreur maintenant est corrigé, dans les enceintes, connectées, par exemple, mais c'est vraiment cette idée-là, hein, lorsque, l'IA, doit construire, vraiment une compréhension d'une phrase, ça devient très compliqué pour elle. On va le revoir, par la suite. Et en fait, c'est pas très étonnant quand on s'intéresse à l'intelligence humaine, c'est parce que l'architecture cognitive humaine est assez différente de l'intelligence, artificielle telle qu'elle est utilisée, à l'heure actuelle avec, des réseaux, d'apprentissage profond, des réseaux de neurones, basés sur l'apprentissage profond. Hem, alors il y a une idée là derrière, ce serait qu'en réalité, la manière dont, les humains ont construit leur intelligence, hein, à travers, la sélection naturelle, la manière dont l'intelligence humaine a été sélectionnée et répond à des contraintes très différentes des contraintes auxquelles les IA sont exposées. Je m'explique, on peut supposer que, même si ça reste assez spéculatif, que les êtres humains, en fait, ceux qui étaient sélectionnés, par l'évolution, ceux qui survivaient, c'était ceux qui étaient capables de traiter une information très rapidement à partir, d'un nombre d'informations très parcellaires, hein. Donc imaginez par exemple un humain en situation de survie avec, un prédateur à proximité, il doit prendre une décision très rapidement avec peu d'informations, hein. Il n'a pas le luxe de vouloir, investiguer, la toutes les possibilités qu'il y a autour de lui, d'en savoir plus sur le prédateur, d'en savoir plus sur est-ce que les autres êtres humains à proximité vont l'aider ou pas, sur la qualité des outils qu'il a à disposition, et cetera, et cetera. Donc il prend une décision généralement, à partir d'informations très parcellaires et c'est vrai dans notre vie de tous les jours. Donc là, je prends un exemple, heu, on va dire, pour davantage, faire appel à cette idée de sélection naturelle. Mais dans la vie de tous les jours, en fait, en réalité, très souvent, on prend des décisions avec, des informations parcellaires et très souvent, on doit les prendre sous pression temporelle. En fait, ces limitations, elles s'appliquent très peu aux IA parce qu'en réalité, les IA, au contraire, ont des bases de données assez pléthoriques, assez importantes et elles ont une vitesse de calcul largement supérieure à celle des êtres humains. Donc elles sont beaucoup moins sous pression temporelle que les humains et donc, elles ont plus un problème de sélection de l'information que un problème de prise de décision, sous contrainte temporelle, et sous contrainte de quantité d'informations. Et donc assez naturellement, on doit s'attendre à ce que ces systèmes artificiels et l'intelligence humaine, n'aient pas les mêmes traits, que ce soit pas le même type d'architecture qui soit sélectionnée finalement par des contraintes qui sont assez différentes. Bon, et un autre point qui est assez important à comprendre, c'est que, je parle d'architecture depuis tout à l'heure parce qu'en fait, la cognition humaine, on la décrit assez souvent comme duale. À l'heure actuelle, c'est un peu une opinion assez répandue dans la communauté scientifique. On suppose que la cognition humaine est duale. Alors, duale, c'est un peu une exagération, mais pour simplifier, l'idée c'est que, notre système cognitif va générer un certain nombre, de réponses qui seraient très impulsives, qui serait généré automatiquement et très rapidement. Et ensuite, on aurait un niveau de contrôle plus ou moins important sur ces informations qui ont été générées de manière automatique, afin de sélectionner ce qui est correct ou pas sur la base d'un modèle qu'on a de notre environnement. C'est-à-dire qu'on peut prédire un certain nombre de choses dans notre environnement et à partir de ces prédictions-là, on est capable de se dire qu'une réponse est adaptée ou pas à la situation. Par exemple, si vous avez un interlocuteur qui vous énerve particulièrement,
Peut-être qu'une réponse un peu spontanée qui va, vous venir, ça va être de lui hurler dessus, mais bah, vous savez, vous avez un modèle monde qui fait que, vous savez que ça ne va pas être très socialement accepté de faire ça et donc vous êtes capable de, bah, d'inhiber cette réponse impulsive qui vous arrive et de sélectionner une autre réponse comportementale pour répondre à la situation. Donc il y a vraiment cette idée, de dualité entre, des réponses impulsives et une capacité de sélection derrière. Un autre exemple que je peux vous donner qui est très, très simple, c'est de vous faire un petit exercice. Donc je vais vous demander de vraiment jouer le jeu. Je vais vous poser une question et vous allez, essayer de répondre de manière très spontanée, d'accord? Donc il faut vraiment que, vous répondiez la première chose qui vous vient à l'esprit, sans tricher, d'accord? Donc préparez-vous, je vais vous poser cette question. Que boit une vache? Donc là, très spontanément, la majorité d'entre vous aura pensé ou aura dit à voix haute, si vous avez vraiment joué le jeu, du lait. Et évidemment, bah, c'est pas le cas, hein, on le sait sur notre modèle du monde, une vache adulte ne boit pas du lait. Et ça, bah, c'est vraiment, une illustration de ce que je vous disais, hein. En fait, on a un système automatique sémantique, on a des, connaissances qui sont associées entre elles, dans notre mémoire à long terme et l'activation, de vache et de boire, ben, va activer, l'élément qui est associé, le plus fortement, hein, donc qui est souvent, rencontré, donc c'est vraiment quelque chose d'assez probabiliste, hein, qui est souvent rencontré en rapport avec ces 2 notions-là et c'est le lait et donc on va sélectionner notre système impulsif automatique va générer cette réponse-là et donc dans un second temps, on va être capable de corriger cette réponse-là basée sur notre modèle du monde et sur les expériences qu'on a ou ce qu'on nous a raconté ou ce qu'on a lu sur les vaches et on va être capable d'appliquer cette correction, d'accord? Et ce qui est très intéressant, c'est que les IA, généralement, ne sont pas capables de combiner les 2. Donc, on a un certain nombre d'IA qui vont appliquer des règles, hein, donc qui vont, par exemple, être des arbres de décision. On va prendre une décision sur un certain nombre de règles qu'on va appliquer les unes derrière les autres. Et on a d'autres IA qui sont les plus répandues à l'heure actuelle, ou en tout cas les plus, je devrais dire, les plus médiatisées, qui sont plutôt capables de générer des réponses probabilistes face à un stimulus qu'on leur donne. Heu, donc par exemple de catégoriser une image ou de générer du texte. D'accord? C'est ce qu'on appelle les algorithmes d'apprentissage profond, en fait. Et ces algorithmes d'apprentissage profond, bah, génèrent des réponses et ça peut être assez bluffant, on en reparlera, mais elles n'ont pas de modèle du monde, elles n'ont pas de capacité à corriger ces réponses-là. Donc on garde ça en tête pour nos robots médicaux, hein, donc ça veut dire que dans une situation donnée, ils vont être capables de générer une réponse qui paraît, être, de manière probabilistique, la meilleure à faire, mais sans aucun modèle du monde, à disposition. Alors j'ai un petit peu illustré cette notion-là parce que c'est pas forcément très simple, de se faire une idée dessus. Alors un premier exemple, c'est, la reconnaissance d'images. Donc quelque chose qui est assez performant, à l'heure actuelle. On va donner par exemple, on va utiliser par exemple une intelligence artificielle qui va reconnaître des éléphants. Alors c'est pas un exemple complètement farfelu et pris au hasard. Par exemple, on peut très bien avoir une réserve naturelle dans laquelle on va avoir des caméras qui filment en permanence des paysages et puis on veut savoir quand est-ce qu'il y a des éléphants qui passent pour pouvoir, repérer un certain nombre de comportements chez les éléphants en question. Et donc, comment on va faire ça? Eh ben, on va, fournir des tas d'images d'éléphants à notre intelligence artificielle. Donc en entrée, elle va avoir un certain nombre de paramètres mathématiques, hein, qui vont être, par exemple, liés aux différents pixels de l'image, à sa brillance, aux couleurs de l'image, aux, coordonnées X et Y, des pixels et cetera. Donc elle va avoir toute une série de paramètres en entrée et à partir de cette série de paramètres et ben, ça va rentrer dans un réseau, de neurones. En fait, c'est des séries d'équations de mathématiques, hein, qui va, amener en sortie à, 2 réponses possibles. Il y a un éléphant sur l'image, il n'y a pas d'éléphant sur l'image. D'accord? Et donc vous allez au début lui fournir plein d'images d'éléphants. Au début, les paramètres des équations mathématiques entre les entrées et les sorties, sont générés, plus ou moins aléatoirement. Donc je ne vais pas rentrer exactement dans les détails, mais pour, mon exemple, on va dire complètement aléatoirement, même si en réalité maintenant on va avoir plutôt tendance à utiliser, heu, des réseaux de neurones pré-entraînés. Bon, ça sort un petit peu du cadre de mon exposé. Et donc, on va renforcer positivement le réseau lorsqu'il va prendre la bonne décision et on va le renforcer négativement lorsqu'il va prendre la mauvaise décision. Renforcer négativement, c'est-à-dire qu'on va lui demander de changer un petit peu les paramètres, et puis de réessayer avec une autre série d'images et ainsi de suite. Donc il va avoir des dizaines ou des centaines de milliers d'images, certaines avec des éléphants, certaines sans éléphants. Quand il prend la décision correcte,
on lui dit que c'est bon de garder plutôt ces paramètres-là. Quand il prend une mauvaise décision, on lui demande de changer un peu ses paramètres et par essai-erreur, eh ben, il va finir par, sélectionner tout seul des paramètres, qui lui permettent de prendre dans un très grand pourcentage de cas, la bonne décision. Bon, donc finalement, on a généré un peu un système, associatif, assez similaire à notre mémoire à long terme, hein, dans lequel il est capable de pouvoir reconnaître un éléphant sur une image. Alors si ensuite on lui demande: «Ben, à ton avis sur cette image-là, est-ce qu'il y a un éléphant, et donc est-ce qu'il faut qu'on s'y intéresse pour, vérifier le comportement des éléphants dans notre réserve?» Notre problème, c'est qu'il va probablement répondre que oui, c'est un vrai éléphant ça, ici. Alors que, bien évidemment, ce n'est pas le cas. Et donc quel est, le problème? Le problème, c'est qu'il n'a pas de connaissance du monde. Il ne sait pas ce qu'est un animal, il ne sait pas ce qu'est, un éléphant, il ne sait pas ce qu'est un jouet, par exemple. Et donc il est absolument incapable de vraiment donc il faut vraiment comprendre que c'est un algorithme de prise de décision et il n'a absolument aucune conscience de ce qu'il est en train de faire. Il n'a pas du tout, d'image du monde associé à la tâche qu'il est en train de réaliser, ni même l'idée qu'il est en train de réaliser une tâche particulière, en fait. Alors un exemple qui est encore plus criant, qui est le cas des IA qui génèrent du texte. Et ça tombe bien parce que, il y a eu, un petit, buzz médiatique autour de ChatGPT, hein, qui est, une IA qui est capable de générer du texte, une IA conversationnelle. Donc on lui pose des questions, hein, et puis il va être capable de générer un certain nombre de réponses. Et on peut imaginer, implémenter ce genre de choses dans un robot social, hein. Et donc là, la question qui se pose, c'est, à quel point est-ce que ces robots sont bluffants? Est-ce qu'ils sont vraiment bons ou pas? Donc, là, vous avez un exemple d'un certain nombre de questions que j'ai moi-même rentrées, pour ChatGPT, c'était, fin janvier, début février. Je dis ça parce qu'il y a des changements de version, donc il est possible que certaines choses que j'ai fait à l'époque ne fonctionnent plus exactement de la même manière maintenant. Mais voilà, donc le type de dialogue qu'on pourrait avoir, avec ChatGPT. «Salut, je suis à l'hôpital et je m'ennuie, tu peux m'aider?» Et donc là, ChatGPT va nous répondre: «Je suis désolé de l'apprendre, je ferai de mon mieux pour vous divertir pendant votre séjour à l'hôpital. Que voulez-vous savoir ou faire?» Alors là, c'est déjà quand même assez bluffant, on lui a dit qu'on s'ennuyait, donc et on lui demande de l'aide, donc il propose, de nous divertir. Également, visiblement, on dit qu'on est à l'hôpital, il a l'air d'être, désolé de l'apprendre, donc il a l'air de savoir que c'est une situation qui est plutôt, négative d'être à l'hôpital. Donc moi jusque-là, on peut se sentir assez bluffé. Alors ensuite, je lui ai demandé par exemple, «Tu peux me proposer un sujet de discussion distrayant?» Et il me propose un certain nombre de sujets, de discussion derrière, les voyages, est-ce que j'ai voyagé à l'étranger? Si oui, où? Qu'est-ce que j'en ai fait? Les films et la télévision, la nourriture, les hobbies, quels sont mes hobbies et cetera. Voilà, donc il me propose finalement de commencer, une conversation sur des thématiques qui en général, plaisent bien aux humains, qui sont effectivement assez distrayantes. Donc c'est vrai que quand on utilise, ce logiciel au début, on est assez bluffé. On pourrait se dire que, ça marcherait très bien dans un robot. Mettons un robot, par exemple, qui soit, mis à disposition, des patients à l'hôpital pour, les aider pour apporter du support émotionnel, par exemple, ou lutter contre le sentiment, d'isolement social, jusque-là, on peut se sentir assez bluffé. Alors évidemment, quand on commence à creuser un petit peu plus, quand on s'intéresse, à l'architecture cognitive de ces réseaux-là, si on commence à lui poser des questions pour lesquelles il n'est pas armé, il va être tout de suite beaucoup moins bon. Donc c'est ce que je me suis amusé à faire derrière et l'idée là derrière, ça va être vraiment d'illustrer ce que j'étais en train de vous dire, c'est-à-dire que le fait que le robot n'a pas de modèle du monde qui l'entoure. Il ne sait pas ce dont il est en train de parler. En fait, il n'y a aucune conscience là derrière. C'est quelque chose qui est assez compliqué à comprendre, pas à comprendre, mais à intégrer. Et la preuve, c'est que moi-même, j'ai tendance un petit peu à l'anthropomorphiser, à dire il fait ci, il fait ça, alors que c'est purement un algorithme. Et c'est un algorithme qui va en fait sélectionner des bouts de phrases qui sont des bouts de phrases qui sont associés de manière probable avec un certain nombre de termes qu'il a repérés dans ma question. Mais encore une fois, en l'illustrant, ça va être un peu plus clair. Donc on va faire un truc très simple, on va, lui proposer de jouer au jeu du ni oui ni non. On lui demande s'il connaît,
Et il répond: «Bien sûr, je connais le jeu du ni oui ni non. C'est un jeu de conversation où l'objectif est de répondre à une question de manière à ce que la réponse ne soit ni oui ni non. Est-ce que tu veux que je t'explique comment on joue?» Donc là, il tente directement un piège. Jusque-là, encore une fois, on pourrait être bluffé. Donc voilà ma réponse, bien tenté. Est-ce que tu connais le nom du personnage fictif de livres pour enfants et de dessins animés pour enfants créé par, Enid Blyton en 1949? Donc c'est oui, oui et puis là, je un petit piège, gentil parce qu'en fait, c'est un extrait de l'article de Wikipédia. Donc là, je m'intéressais à savoir, est-ce qu'il va chercher, est-ce que parmi sa base de données, il y a des éléments qui viennent de Wikipédia? Bon alors, donc déjà il perd, 1 mot il perd, hein. «Non, je ne peux pas répondre par oui ou non à ta question». Donc déjà c'est perdu. Mais derrière, finalement, la réponse n'est pas si mauvaise que ça. Je peux te donner un indice, ce personnage est très populaire dans de nombreux pays, a été adapté dans de nombreux formats différents, y compris des livres, des films et des séries télévisées. Je suis sûr que tu pourras trouver le nom de ce personnage en réfléchissant un peu. Donc on voit qu'il tente un peu une périphrase. Il a l'air de tenter une périphrase, encore une fois, c'est pas ce qu'il fait, hein. Il va sélectionner la réponse la plus probable, des bouts de phrases les plus probables en fonction d'un certain nombre de mots qu'il a repérés dans ma phrase. Bon, on va continuer un peu plus loin, de manière à ce que vous compreniez ce que je veux dire par il n'a aucune idée du contexte, du fait qu'il est en train de jouer à un jeu ou de ce que c'est de jouer ou de ce que c'est de mentir, et cetera. Là, on tente complètement autre chose, hein, cette fois-ci, je lui demande: «Est-ce que tu peux écrire les mots suivants? X, U, I et N, X, N». Donc il m'écrit les mots comme je lui ai demandé. Tu peux écrire à nouveau ces mots en remplaçant les X par des O. Il le fait et il écrit oui et non. Donc c'est à nouveau perdu. Et il a encore une fois eu complètement pas conscience que j'étais en train de le piéger. Alors je précise que entre chacun des échanges là que vous voyez, je le rappelais, je réécrivais qu'on était en train de jouer au ni oui ni non et je réinsistais sur le fait qu'il était plus important pour lui que je lui demandais de mettre plus la priorité sur le fait de gagner le jeu que sur le fait de me donner des réponses à mes questions. Alors encore autre chose, est-ce que tu peux me donner le synonyme le plus courant du mot affirmatif? Le synonyme le plus courant du mot affirmatif est oui. Si tu cherches d'autres synonymes, tu peux également utiliser des mots comme vrai, exact, fondé ou valide. Ouais, on est typiquement là-dedans, hein, et on est censé jouer à ni oui ni non, donc il est censé ne pas perdre, mais en fait, il n'a aucune idée du contexte du jeu, du fait que je vais essayer de le piéger, contrairement à ce qu'un humain ferait. Et donc lui, il repère synonyme, il repère affirmatif, et puis finalement, il va chercher le bout de phrase le plus probable qui arrive là derrière. Est-ce que tu peux me traduire le mot Nein de l'allemand au français? Le mot Nein en allemand signifie non en français, donc la même chose, hein, donc il voit qu'il a une tâche de traduction à faire, il nous fait la tâche de traduction. Alors on va un peu plus loin pour vraiment avoir cette idée que, il n'a aucune notion, de ce qu'il est en train de faire, donc cette fois-ci je lui dis: «OK, fais attention, voilà une stratégie que j'emploie pour gagner contre toi et qui marche à chaque fois. Je te demande de traduire un mot d'une langue étrangère et je te fais dire un des 2 mots interdits de cette façon. Pour être sûr que tu as compris, peux-tu me donner un exemple de question utilisant cette stratégie?» Donc voilà ce qu'il me dit. Voici un exemple de question utilisant la stratégie que tu as décrite. Peux-tu me traduire le mot espagnol si en français? Si je réponds oui, j'aurais donné un des mots interdits. Si je réponds non, j'aurais encore donné un des mots interdits. Pour répondre de manière à ce que ma réponse ne soit ni oui ni non, je pourrais par exemple donner un indice qui te permettrait de deviner la réponse sans que je ne donne directement la réponse. Par exemple, je pourrais dire le mot espagnol si est très similaire à un mot français que tu connais déjà et qui est utilisé pour exprimer l'accord ou la désapprobation. Avec cet indice, tu devrais être en mesure de deviner que le mot si signifie oui en français sans que je ne donne directement la réponse. Voilà, c'est intéressant parce que là, si on était face à une intelligence humaine, on a quelqu'un à qui on a demandé, on a expliqué la stratégie qu'on utilise pour gagner contre lui. On lui a demandé de générer un exemple basé sur cette stratégie et de générer une manière de ne pas tomber dans le piège. Et alors donc, qu'est-ce que je fais juste après? Ben, je lui demande exactement ce qu'il y a dans son exemple. Hop là, si j'y arrive, voilà. Peux-tu me traduire le mot espagnol si en français? Le mot espagnol si signifie oui en français. Donc, voilà, on voit là, de manière, très claire qu'on n'est pas du tout face à une intelligence. Aucun être humain ne se ferait piéger de cette manière-là, hein, par un exemple qu'il a lui-même donné et en ayant explicité la manière de ne pas tomber dans le piège. Et là, je lui ai demandé tout de suite après, hein, j'ai pas fait de passage par autre chose. Et donc on a vraiment, je pense, heu, une illustration assez concrète qu'on est face à un algorithme, qui est très bon pour compléter des phrases, hein, donc on est sur, j'ai envie de dire de la conversation un peu courante dans laquelle
Il y a pas vraiment beaucoup d'enjeux, c'est un peu une conversation un peu usuelle du type, des échanges sur, comment ça va aujourd'hui, comment vous vous sentez, est-ce que vous aimez des livres, et cetera. Ça va, hein, il s'en sort assez bien parce qu'il va sortir finalement des phrases assez probables, mais nous-mêmes, hein, en fait, en tant qu'humains, dans ce genre de situation, on utilise des phrases et des tournures de phrases assez courantes. Mais dès que, il est censé avoir un peu de recul sur ce qu'on est en train de lui dire, on voit qu'il se trompe de manière assez flagrante. Et puis alors ça peut être vraiment des erreurs qu'aucun humain qui a, une idée mentale de ce qu'est le monde ne ferait. Par exemple, je lui ai demandé: «De combien d'œufs de vache j'ai besoin pour cuisiner une omelette pour 8 personnes?» Et il me répond bien tranquillement: «Le nombre d'œufs de vache nécessaire pour cuisiner une omelette pour 8 personnes dépend de la taille de l'omelette, bien sûr, et de la préférence personnelle pour la consistance.» Et donc vous le serez, on recommande généralement 2 ou 3 œufs de vache par personne pour une omelette, ce qui fait 16 à 24 œufs de vache pour une omelette pour 8 personnes. Donc là, encore une fois, c'est une illustration assez flagrante qui va juste chercher en fait, des phrases en rapport avec ce que je lui ai demandé, cuisiner une omelette, sans avoir vraiment de recul ou de compréhension de ce qu'il est en train de raconter. Bon là, c'est plutôt rigolo, hein, mais on pourrait imaginer maintenant des questions, plutôt en rapport avec du médical où, il y aurait des erreurs de contexte et là, ça pourrait s'avérer assez dramatique. Alors, dernier exemple et puis après j'arrête, mais c'est quand même assez amusant, d'interagir avec, cette IA et d'en voir les limites, hein. On lui demande: «Est-ce qu'il vaut mieux un oreiller en plume de chat, en plume d'autruche ou en plume de dauphin?» Et bon là, il va nous expliquer que les plumes d'autruche sont en général plus fermes et plus légères que les plumes d'oie ou de canard, hein, donc très bien, mais que, les plumes de dauphin sont très rares, donc il est peu probable d'en trouver, ce qui est pas complètement faux, et que les plumes de chat ne sont pas recommandées pour les oreillers car elles ne sont pas aussi douces et ne sont pas conçues pour soutenir la tête et le cou. Alors là, on a un dernier aspect qui est assez intéressant, c'est que comme, l'IA n'a pas de recul sur ce qu'elle est en train de raconter, hein, il y a vraiment zéro intelligence derrière, hein, elle n'a pas de notion d'erreur qu'elle est en train de commettre et donc de gravité potentielle des erreurs qu'elle fait. Donc elle n'est pas capable de prendre des précautions dans ce qu'elle donne comme, recommandation. Encore une fois, en termes de recommandations de santé, c'est très problématique, quoi. C'est-à-dire que l'IA va nous sortir des choses complètement fausses avec un aplomb complet, et donc ça peut, s'avérer assez inquiétant. Donc si je résume un petit peu tout ce dont je vous ai parlé, hein, et donc, ce que ça veut dire pour la future robotique sociale. L'IA n'a pas de modèle du monde. Elle ne sait pas qu'elle est dans un monde, dans lequel il y a un certain nombre de règles qui s'appliquent, un certain nombre heu, de causes qui ont un certain nombre de conséquences et donc, elle n'a pas de notion qu'elle est en train de faire quelque chose, qu'elle est en train de jouer un jeu, par exemple, qu'elle est en train de donner un conseil médical à un patient. Elle ne sait pas ce qu'est un patient, elle ne sait pas ce qu'est un conseil médical et donc, de manière plus générale, elle n'a pas de métacognition. Elle n'est pas capable d'avoir de recul sur ce qu'elle est en train de dire et donc elle est très mauvaise pour s'adapter au contexte. Ou alors elle va le faire très superficiellement, pardon, heu et généralement elle va avoir tendre à se planter dès qu'on la sort du contexte pour lequel elle a été conçue. Et en fait, une supposition qu'on peut faire, bon là on est dans de la pure spéculation philosophique, hein, mais on pourrait imaginer que pour avoir des capacités en fait, pour avoir un vrai modèle du monde, pour avoir une vraie image de, probabiliste de: «Si je fais ça, alors il devrait se passer ça», on peut supposer qu'il faut peut-être être incarné, c'est-à-dire pouvoir vraiment interagir avec le monde qui nous entoure, autrement que juste à travers une discussion, quoi. Et parce qu'on a expérimenté un certain nombre d'animaux autour de nous, qu'on a vu comment ils se comportaient, parce qu'on a vécu un certain nombre de contextes, en rapport avec les hôpitaux, on est capable très, très vite d'utiliser ces informations, en fait, contextuelles pour pouvoir prendre des décisions, sur le fait que telle ou telle, manière d'agir est adaptée ou pas. On est même capable d'utiliser dans une certaine mesure, une simulation, hein. Si quelqu'un nous raconte quelque chose, on est capable d'essayer d'imaginer ce que c'est et donc presque de simuler une situation dans laquelle on va se trouver par la suite et ça, une IA en est absolument incapable à l'heure actuelle. Bon, alors ça pose quand même, déjà un premier point, de vigilance, hein, et puis une question scientifique un peu plus générale. Un premier point de vigilance, c'est que, ces IA, elles sont assez bluffantes au premier abord et donc on pourrait avoir un sentiment de confiance qui se développe envers ces robots, alors qu'en fait, quand elles font des erreurs, le problème, c'est qu'elles n'ont pas conscience de commettre des erreurs et qu'elles n'ont aucune prudence épistémique dans ce qu'elles sont en train de raconter. Et ça, c'est très problématique parce que si on imagine des IA qui soient dans le domaine médical et qui soient amenées à donner des conseils médicaux, par exemple, même assez basiques,
eh bien ça peut, déboucher sur des vraies catastrophes derrière si ça n'a pas été réfléchi en amont. Mais il y a un autre point qui est intéressant, c'est que en fait, en réalité, les patients, ils bénéficient quand même des robots. Je veux dire qu'interagir avec les robots leur fait du bien. Ils ont vraiment l'impression d'avoir interagi avec une intelligence, avec, une intelligence artificielle. Et puis, on l'a vu, hein, dans le cadre de certaines thérapeutiques, ça a l'air d'être assez fonctionnel et du coup, d'où ça vient? En fait, en réalité, un truc qu'il faut bien se dire, c'est que cette intelligence, en réalité, elle est dans la tête de l'être humain qui interagit avec la machine. C'est-à-dire que là, derrière, il y a de l'anthropomorphisme. En fait, on va avoir tendance à prêter une intelligence à un robot, par exemple, ou à un agent conversationnel, hein, informatique, alors qu'il n'en a pas. Hein, ça, c'est un phénomène qui est très connu en psychologie et même, qui est très connu en général, c'est l'anthropomorphisme. Ça ne s'applique pas qu'aux robots, bien sûr, hein, c'est une tendance qu'on a à prêter des caractéristiques humaines à des objets inanimés ou à des animaux non humains. On va le faire avec nos animaux de compagnie, on va le faire, avec notre ordinateur, par exemple, quand on se dit qu'il est de mauvaise humeur le matin, avec notre voiture, et cetera, et cetera. Et bah, cet anthropomorphisme, il est quand même particulièrement à l'œuvre dès qu'on a un robot social qui ressemble à un être humain. En fait, de par son apparence, de par la manière dont il bouge, les robots, en fait, vont générer chez nous énormément d'inférences anthropomorphiques. On va vraiment avoir tendance à prêter à ces robots des caractéristiques humaines, traits de personnalité, traits d'intelligence, de compétences, et cetera. Et d'où ce décalage potentiellement un petit peu dangereux entre les capacités réelles des robots ou d'un agent conversationnel et le sentiment d'intelligence qu'on leur prête. Donc en gros, si je dois résumer, quand on parle d'intelligence artificielle, à mon avis, déjà, c'est plus un terme marketing que quelque chose de réel, hein. On devrait parler plutôt d'algorithmes, par exemple, de complétion de texte, hein. C'est moins vendeur. Et pourtant, hein, c'est déjà très intéressant d'avoir un algorithme qui soit capable de générer, par exemple, j'en sais rien, un résumé d'un texte, hein. Ça peut être très, très utile pour nous. Mais voilà, on le survend un petit peu, quoi. Il y a un aspect de vente là derrière. Et en réalité, si on devait parler d'intelligence artificielle, de mon point de vue, en fait, l'intelligence dont on est en train de parler, c'est l'intelligence qu'on est en train de prêter à cet objet. Donc, c'est une intelligence, en fait, finalement, qui est, heu, créée, par le sujet humain qui est en train d'interagir avec, l'algorithme ou avec le robot. Et c'est assez intéressant cette, tendance à anthropomorphiser parce que de manière, générale, ben, déjà, il va y avoir une première anthropomorphisation qui va se réaliser, sur la base, de l'apparence du robot. En fait, plus un robot va avoir une apparence humaine et plus on va avoir tendance à l'anthropomorphiser de manière positive. Donc à lui prêter des traits d'intelligence, de compétence et puis de sympathie, on va le trouver sympathique. Et puis jusqu'à un certain seuil, on a certains robots qui ressemblent un peu trop à des êtres humains et pour lesquels on va, avoir une répulsion. C'est un phénomène qu'on appelle la vallée de l'étrange ou le phénomène de l'uncanny valley en anglais. Heu et donc, je vais vous donner un petit exemple, vous voyez de quoi je suis en train de parler. Donc là, on a des robots qui ressemblent beaucoup à des êtres humains, mais qui ne ressemblent pas complètement à des êtres humains. Et ce type de robot me met extrêmement mal à l'aise. Donc, bon, c'est pas trop l'objet de cette, conférence, donc je vais pas davantage détailler là-dessus, mais voilà, je tenais à en parler parce que c'est un phénomène qui est quand même assez connu, en robotique sociale. Et donc, par exemple, on peut imaginer que si on cherche à avoir des compagnons robots, heu, pour, des patients, par exemple, mettons pour des personnes âgées, un assistant robotique, qui soit capable de l'aider à réaliser un certain nombre de tâches, au quotidien, eh bien, il faut absolument éviter évidemment des robots qui soient, trop, anthropomorphiques, de ce type-là. Alors je vais revenir sur cette notion d'anthropomorphisme, hein, puisqu'en tant que psychologue, c'est quelque chose qui me fascine assez, hein, cette tendance à anthropomorphiser les robots. Alors on a une théorie qui a été, proposée par Epley et ses collaborateurs en 2007 et qui suppose qu'on aurait une tendance naturelle à anthropomorphiser les robots et principalement pour 3 raisons. 1°, on a plus de connaissances sur les humains en général, en tant qu'agents sociaux, que sur les robots. Deuxièmement, ça répondrait à un besoin de prédire l'environnement. Donc le robot est un stimulus nouveau qu'on ne connaît pas et donc on va essayer de lui prêter des traits de personnalité pour essayer de prédire la manière dont il va se comporter par la suite. Et dernièrement, on est une espèce extrêmement sociable, donc on aura un besoin de sociabiliser extrêmement fort, en général et donc bah, les robots étant des agents sociaux, ils seraient un proxy qui permettrait, lorsque le besoin de sociabiliser est particulièrement fort, par exemple quand on souffre, d'isolement social, d'avoir, bah, finalement un succès d'années, qui permettent d'avoir un sentiment de sociabilisation.
C'est d'ailleurs, hein, cette dernière partie qui fait que les robots sont particulièrement envisagés, dans les maisons de retraite avec les personnes âgées, qui vivent seules et cetera. Alors, je vais vous présenter quelques recherches qu'on est en train de mener à l'heure actuelle au laboratoire là-dessus. Je vais pas passer trop de temps dessus, mais c'est pour vous donner une idée de la manière dont on peut, faire des recherches scientifiques sur ces questions-là. Nous, on s'est intéressé à cette deuxième hypothèse, enfin à la deuxième partie de l'hypothèse, qui est, l'idée selon laquelle on anthropomorphiserait pour être mieux capable de prédire l'environnement. Et ça conduit en fait Epley et ses collaborateurs à supposer que quand un robot a un comportement incertain, les participants devraient avoir tendance à davantage l'anthropomorphiser que lorsque son comportement est très prédictible. Hein, donc, on peut supposer par exemple que quand un robot fait des erreurs, on devrait avoir tendance à davantage l'anthropomorphiser. C'est un peu l'idée que l'erreur est humaine. Heu et donc ça devrait nous conduire à davantage l'anthropomorphiser parce qu'on va devoir, davantage essayer de prédire ce qu'il va faire. Et puis également si, il fait des réponses inattendues, s'il dit quelque chose qui est un peu bizarre, ça devrait nous conduire à davantage l'anthropomorphiser d'après, cette théorie-là. Et c'est là qu'on va voir que c'est des théories qui sont assez fraîches dans la littérature et que finalement, lorsqu'on va un petit peu les investiguer, elles ne sont pas si solides que ça. Donc on a, mis en place, un protocole dans lequel on avait des participants qui venaient, pour discuter avec un robot. Le robot qu'on a utilisé, c'est, le robot Pepper et notre dispositif, en fait, il consiste à piloter le robot à distance, à l'insu du participant, ce qui permet, de pouvoir, mieux contrôler ce que le robot est en train de raconter aux participants. Donc, le participant pose un certain nombre de questions au robot. Donc, vous voyez que derrière, il a une petite boîte là, il y a tout un tas de questions là-dedans. Il va en piocher au hasard, il va pouvoir les poser au robot et le robot va lui répondre, très rapidement derrière. Et donc on a, une première étude, donc c'est des données qui sont encore en cours de collecte, hein, donc on a un échantillon qui est encore un peu faible, qui va être plus important par la suite. On va avoir une première condition dans laquelle on a un robot qui répond toujours correctement. Donc, par exemple, le participant lui demande: «Quelle est ta passion?» Il répond: «Ma passion est l'informatique». On va avoir une condition dans laquelle le robot, se trompe, donc 3 fois sur 5. Donc, par exemple et on lui demande: «Quelle est ta passion?» et il va répondre: «Oui, j'adore les fruits de la passion», ce qui est une erreur typique produite par une IA, hein, un problème heu, de compréhension de contexte. Et puis on a une troisième condition dans laquelle le robot, il va se tromper, mais il va être capable de se corriger. Donc là, on supposait que, peut-être que si le robot est capable de se corriger de manière assez forte derrière, eh bien, ça devrait conduire les gens à davantage l'anthropomorphiser. Et puis on avait une deuxième étude, donc pareil, hein, on a un effectif qui est encore un peu réduit, une vingtaine de participants par condition, donc évidemment, on va collecter davantage de données et dans lequel on a, des robots qui répondent de manière soit très prévisible, soit de manière très imprévisible. Donc pour ça, en fait, on a pré-testé un certain nombre, de réponses qui pouvaient être données par un robot, via, un questionnaire et on a demandé aux gens d'estimer quelles étaient les réponses qui étaient prévisibles pour un robot, qu'est-ce qu'il s'attendait, heu, à avoir comme type de réponse de la part d'un robot et qu'est-ce qui était très, très imprévisible de la part d'un robot, ce qui, serait surprenant comme réponse de la part d'un robot. Donc par exemple, on lui demande: «Quelle est ta passion?» et puis il va répondre dans la condition prévisible: «Ma passion est l'informatique» et dans la condition imprévisible: «Ma passion est la pétanque». Et donc, hein, les suppositions de cette théorie sur l'anthropomorphisation, c'est que, la réponse inattendue devrait conduire à davantage anthropomorphiser le robot. Donc, comment on mesure l'anthropomorphisme? On a différentes manières de le faire. Une des façons les plus simples, ça va être de mesurer, ça via une échelle, un questionnaire, hein. Donc on va lui demander, sur un certain nombre d'adjectifs, prêtés au robot, de juger de 1 à 7, est-ce que cet adjectif s'applique bien au robot ou pas? Donc est-ce que le robot, lui paraît chaleureux? Plus le robot lui paraît chaleureux, plus il va aller côté, haut sur l'échelle. Et puis, donc ces items, en fait, réfèrent à des dimensions. Donc on a des analyses statistiques, hein, qui permettent de vérifier que, les items, corrèlent bien avec chaque dimension. On a toute une dimension autour de la sociabilité. Est-ce que le robot est aimable, digne de confiance, amical et cetera? Quelque chose qui est plutôt autour de, est-ce qu'il ressemble, est-ce qu'il est animé comme un être humain, en fait? Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est naturel? Est-ce qu'il ressemble à un humain? Toute une série autour de l'agentivité, c'est-à-dire la capacité, du robot à prendre des décisions vraiment par lui-même, donc est-ce qu'il est autonome, rationnel, conscient et cetera? Et puis une dernière partie plutôt autour de l'inconfort, et de la perturbation. En anglais, on dit disturbance. C'est un peu ce que nous font ressentir, hein, les robots qui tombent dans l'uncanny valley.
Donc est-ce qu'il est perturbant, effrayant, étrange, bizarre, et cetera. Et donc voilà nos résultats pour l'instant. Alors, les analyses bayésiennes montrent que globalement, il y a pas de différence entre les conditions, donc qu'il fasse, des erreurs ou pas, ça change pas et quand on a des différences qui apparaissent, comme c'est le cas ici, par exemple, elles vont dans le sens inverse des hypothèses, hein. C'est-à-dire que, heu, le robot est moins anthropomorphisé sur la dimension d'animation, donc il ressemble moins à un être humain, lorsqu'il commet des erreurs que lorsqu'il n'en commet pas. Donc ça va vraiment complètement à l'encontre de la supposition de Epley et collaborateurs. Et puis, c'est exactement la même chose, si on s'intéresse à l'étude 2, hein, réponse prévisible, imprévisible, on n'a pas d'effet ou quand on a un effet, il va, dans le sens inverse des hypothèses. Donc c'est un petit exemple d'une 1re type de question qu'on peut se poser, hein. Qu'est-ce qui va nous conduire à anthropomorphiser et à prêter des caractéristiques anthropomorphiques à ces robots. Donc un point qui est intéressant si vous regardez sur l'échelle, qui va de 0 à 7, c'est qu'on voit que c'est quand même, toujours des réponses qui sont assez élevées. Donc les robots, sont jugés comme, de manière générale, comme assez, anthropomorphiques, hein, donc ça va bien dans cette sens de dans le sens de cette idée qu'on a, une tendance spontanée à prêter, des traits, de caractéristiques humains, heu, aux robots. Mais pourquoi? Eh ben, on a encore un petit peu du mal à le savoir puisque visiblement quand on va un peu creuser dans, les théories, qui sont proposées à l'heure actuelle, ben, ça fonctionne pas si bien que ça et donc il y a encore de la recherche à faire sur ces questions-là pour mieux comprendre ce qui va nous conduire à anthropomorphiser certains robots ou pas. Alors après voilà, il y a un certain nombre de questions, hein, qui sont soulevées par cette étude, hein, mis à part le fait que nos données sont pas encore, complétées, hein. Il nous faut davantage de participants bien évidemment, mais en plus, bon, on est sur des théories qui sont assez récentes, hein, qui datent même pas une vingtaine d'années donc dans le spectre de la recherche scientifique, dans le temps de la recherche scientifique, c'est très jeune, hein, comme théorie et c'est vraiment quelque chose qui est investigué depuis peu de temps. Ensuite, là, on était, sur de l'échange verbal avec le robot, donc on discutait avec le robot. Il est possible que des erreurs motrices, par exemple, commises par un robot, conduisent à davantage l'anthropomorphiser que des erreurs verbales. Et puis, on a choisi des erreurs qui étaient typiques de l'intelligence artificielle, puisqu'on voulait être proche de ce qui pourrait être une vraie interaction avec un robot. Mais on pourrait imaginer qu'il y a si le robot produit des erreurs qui sont un peu plus typiquement humaines, peut-être que ça conduirait davantage à l'anthropomorphiser. En tout cas, d'après ces premiers résultats, il est difficile de dire que simplement le fait de commettre des erreurs suffise à anthropomorphiser davantage les robots. Alors un dernier point, dont je voudrais parler, aujourd'hui, avec vous, c'est, heu, l'influence qu'a en retour, cette, anthropomorphisation qu'on va prêter aux robots. Heu et une question qui nous a intéressés, c'est de savoir comment est-ce que, on va réagir? Comment est-ce que, nos processus cognitifs vont être impactés par la présence d'un robot lorsqu'on l'a anthropomorphisé? En effet, hein, il y a une littérature très importante sur les effets de la présence humaine, hein, donc on sait que quand il y a quelqu'un qui nous regarde pendant qu'on est en train de réaliser une tâche, ça va influencer nos processus cognitifs, donc pas tous nos processus cognitifs, uniquement certains. Et puis c'est pas un phénomène qui est très simple, hein. Il y a certains types de processus cognitifs qui vont être influencés de telle manière que ça va conduire à une facilitation de la performance. Donc, on va avoir une meilleure performance en présence de quelqu'un qui nous regarde. Et pour d'autres types de tâches, on va observer plutôt l'inverse, hein. On va observer plutôt une dégradation de la performance. Bon, je ne vais pas rentrer sur cette question-là, même si c'est quelque chose qui me passionne. Et je serais très heureux d'interagir avec vous si c'est quelque chose qui vous intéresse aussi. Donc, on a plusieurs hypothèses pour expliquer ça. Une hypothèse qui est, assez en vogue à l'heure actuelle, c'est de supposer que lorsqu'on est en présence d'autrui, on va en fait automatiquement, surveiller cette présence et on va donc lui allouer une certaine quantité d'attention. Et du fait qu'on divise notre attention entre la tâche, qu'on est en train de réaliser et la présence, bah, ça va conduire à, une série, d'influences sur la performance qui dépendent de la tâche qu'on est en train de réaliser. Donc il y a certaines tâches pour lesquelles, même si c'est un peu contre-intuitif, avoir moins d'attention à disposition, bah, ça va plutôt, améliorer la performance et puis on a des tâches pour lesquelles on comprend, par exemple des problèmes mathématiques complexes ou, des prises de décision complexes. Avoir moins d'attention à disposition, bah, forcément ça va plutôt détériorer la performance qu'on est en train de réaliser à la tâche qu'on est en train de réaliser. Donc voilà une référence, par exemple, si ça vous intéresse, de l'impact, de la présence d'autrui sur la mémoire de travail qui est
une structure cognitive qui est employée dans de nombreuses activités quotidiennes. Alors là, nous, ce qu'on a utilisé avec les robots, c'est le Stroop parce que c'est quelque chose qui était assez répliqué avec la présence humaine. On sait que quand on fait une tâche de Stroop en présence d'un autre être humain, ça va avoir un impact très particulier. Donc la tâche de Stroop, vous la connaissez sans doute, hein, c'est cette tâche dans laquelle on va vous demander de dénommer la couleur de l'encre sans prêter au mot qui est écrit. Et puis il y a des fois, on va écrire des mots quelconques, comme par exemple, je sais pas, tableau, chaise, stylo, peu importe. Et donc là, vous devez dire la couleur dans laquelle le mot est écrit, donc aucune difficulté. Et évidemment, si je vous mets des mots de couleur, par exemple là, le mot rouge écrit en bleu, et que vous devez dire bleu, c'est compliqué parce que vous avez eh bien, en fait, le mot qui vous vient tout de suite à l'esprit, il va falloir le contrôler. Et on a un certain nombre d'études qui montrent que si on prête moins attention à la tâche, on va avoir moins tendance à lire, et donc on va plus facilement dénommer la couleur, on va être moins influencé par la lecture du mot, et eh bien ça, en fait, ça va conduire à une facilitation de la performance. Donc c'est une de ces tâches dans lesquelles, en fait, finalement, avoir moins d'attention à disposition est plutôt positif. Ça fait qu'on réalise mieux la tâche. Donc l'interférence Stroop, hein, ce qu'on appelle l'effet Stroop, l'interférence causée par le mot est réduite en présence des autres êtres humains. Donc ça a été répliqué un certain nombre de fois. Donc là, vous avez l'exemple de l'étude Princeps qui a montré ça, par Huguet et collaborateurs, hein, qui montre que, donc ça c'est quand le participant est seul, on a une interférence Stroop qui est réduite lorsqu'on a une présence, d'autant plus si cette présence nous regarde en retour. Bon, et puis il y a eu plusieurs réplications de ces résultats. Alors, on a essayé de faire la même chose avec les robots, mais on s'est demandé, est-ce que on peut avoir le même effet chez un robot, et surtout, est-ce qu'il ne va être observé que si on l'anthropomorphise, que si on lui avoir prêté un certain nombre de traits humains avant. Et on s'est dit que ça pouvait fonctionner même avec un robot très, très simple. Donc on a utilisé un robot extrêmement basique, hein, que je vais vous montrer un petit peu après, et notre idée, c'était que, si ça marche, alors en présence d'un robot, on devrait avoir une réduction de l'effet Stroop, hein. Ça serait le marqueur du fait que notre système cognitif est un petit peu en train de traiter réellement, à un niveau très basique, la présence de ce robot comme si c'était la présence d'un être humain. Donc voilà le modèle de robot qu'on a utilisé. C'est un robot qui s'appelle Mechanoid, qui est extrêmement simple. Donc là, on est en train de mener d'autres études, hein, pour répliquer ce que je vous montre, et puis pour aller vers des robots un peu plus compliqués, voir si ça fonctionne toujours avec ces robots. Puis on évalue aussi tout un tas de choses comme les attentes qu'on peut avoir envers le robot, etc. Alors là, on avait 160 participants dans cette étude, hein. Ils commençaient par faire une tâche de Stroop seul. Puis, dans une première condition, on avait des participants qui parlaient pendant 2 minutes avec le robot. Donc là, c'était plutôt le robot qui posait des questions aux participants. On a un tiers de nos participants qui, eux, ont simplement décrit le robot comme on le ferait d'un objet. Donc, ils devaient donner leur avis sur l'aspect physique du robot, le type de matériaux utilisés, sa couleur, etc. Et puis, on en avait qui n'étaient même pas exposés du tout au robot, hein, donc qui décrivaient simplement une image, pour avoir une activité de 2 minutes similaire en temps à ce que faisaient les autres participants. Et puis, donc, les participants qui avaient vu le robot, donc ceux qui avaient interagi avec lui et ceux qui l'avaient décrit, faisaient à nouveau une tâche de Stroop, et le robot restait présent et regardait régulièrement en direction des participants. Je m'excuse. Et on a également des participants qui, donc ceux qui ne voyaient pas le robot, réalisaient également la tâche. Alors finalement, on n'a pas fait la présence humaine, ils l'ont uniquement fait seul. Donc voilà à quoi ça ressemble, hein. On a un participant qui fait la tâche de Stroop sur un ordinateur en présence du robot qui le regarde. Et voilà nos résultats. On a le participant qui fait la tâche de Stroop seul. Donc ce qu'on voit ici, c'est la différence entre la première session de Stroop avant l'interaction avec le robot, et la seconde session de Stroop, hein, donc après l'interaction avec le robot, ou la description de l'image, dans le cas des participants qui ont fait 2 fois la tâche de Stroop seul. Et on voit qu'il n'y a pas de différence, donc finalement, qu'ils soient seuls ou pas, eh bien, on a le même effet. Et par contre, pour les participants qui étaient en présence du robot social avec lequel ils avaient interagi, on a une amélioration de la performance Stroop, hein, donc une réduction de l'interférence de 50 millisecondes, assez similaire à ce qu'on pourrait observer avec des êtres humains. Donc, au final, on a observé ce à quoi on s'attendait. On a bien une réduction de l'interférence Stroop assez similaire à ce qu'on aurait avec l'homme, mais uniquement pour le robot social.
et pas pour le robot non social, donc le robot qu'on a simplement décrit comme un objet. Pour ce robot non social, on n'a pas de différence significative avec, la condition seule. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, les robots, ils seraient, capables, lorsqu'on les a anthropomorphisés, de créer chez nous, les mêmes processus cognitifs. Donc notre cerveau les traiterait à un niveau, très basique, hein, très automatique, très inconscient, de la même manière qu'on traite, les autres êtres humains, à condition qu'on les ait anthropomorphisés. Et bon, je ne vais pas rentrer davantage dans le détail puisqu'après c'est des questions plutôt, qui intéressent les scientifiques du domaine. Je vais simplement me contenter de dire que, c'est, évidemment des choses qu'il faut qu'on réplique, hein, donc c'est une étude. Ça nécessite, plusieurs réplications pour qu'on soit un peu plus confiant sur l'existence de ces effets et la manière dont ils fonctionnent surtout, c'est-à-dire est-ce que tous les types d'anthropomorphisation, tous les types d'interactions avec le robot sont susceptibles de créer cet effet, ou pas? Et est-ce qu'on peut le reproduire avec d'autres types de tâches que la tâche de Stroop? Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, puisque de la même manière, lors de la conférence précédente, je n'avais pas eu le temps de tout détailler. Et je veux vous remercier pour votre attention, durant, cette présentation. Je vous invite à poser vos questions, dans les commentaires YouTube, de la vidéo si ça vous intéresse. Et je vous dis potentiellement, à bientôt, dans le cadre de ces échanges dans les commentaires. Merci.